Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans le numéro 138 de Famille, Justice, Enfance avec Stéphane sur RLP. Aujourd'hui, nous allons parler psychogénéalogie, nous allons parler violence intrafamiliale avec Karine Ségard, une professionnelle du secteur qui est surtout l'auteur de plusieurs ouvrages que je vous présenterai lors de son introduction. Alors effectivement, le sujet encore une fois est un petit peu compliqué et difficile, mais il faut regarder en face tous les sujets. Nous avons la chance d'accéder à des personnes qui sont dans la réalité. Et voici donc un entretien privilégié avec Madame Ségard, que je remercie encore pour sa disponibilité et sa gentillesse. Mais tout d'abord, Maître Hamas, que vous connaissez bien ici, nous a fait, en ce début mars, une nouvelle petite déclaration que je tenais à vous partager. Ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Bonjour, je m'appelle Michel Hamas, je suis avocat au barreau de Marseille. Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend pour dénoncer ce qui se passe en ce moment à Toulon ? À Toulon, j'ai des viols à répétition pour les enfants placés, des attouchements sexuels quasiment mensuels, et les juges ne répondent pas. J'ai une petite fille qui a été violée en 2021, pas une seule audience pour en parler avec le juge. Elle a été violée à nouveau en août 2022, pas une seule réponse. En septembre, une petite fille a été agressée sexuellement assez violemment à Toulon, une autre petite fille bien sûr. Je saisis le juge, j'écris rien. Et il y a 10 jours, elle a eu un sexe sur le visage et on lui a mis la main dans la culotte. Et il se passe rien. Le juge ne répond pas. Le juge de Toulon ne répond pas, les services sociaux ne répondent pas. Il se passe rien. Rien. C'est inacceptable ce qui se passe dans notre... On perd tous nos moyens, on perd toute notre dignité. Cette justice est d'une violence sans nom. Il faut que vous vous leviez, il faut que vous dénonciez. Nous, on n'y arrive pas, ça n'intéresse personne. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Si, Maître Hamas, il y a des gens que ça intéresse, nous en faisons partie ici, nous, nos auditeurs, un certain nombre de gens. Mais effectivement, il faut continuer de montrer, il faut mettre de la lumière, il faut vraiment expliquer que ça ne fonctionne pas. Expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas, que la seule réponse qu'on entend souvent c'est « allez voir un avocat et payez-le », eh ben ce n'est pas une réponse satisfaisante. Preuve en est, vous êtes avocat vous-même, vous n'y arrivez pas non plus. Tout ceci est bien malheureux et préoccupant, et c'est pour cela aussi que nous avons le devoir d'informer, de montrer et d'expliquer. Allez, sans transition, allons voir comment on peut essayer de réparer les bêtises, les horreurs de ce bas monde et lançons notre conversation avec Madame Karine Ségard. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. RLP 102.3. Aujourd'hui avec Karine Ségard, nous allons parler de psychogénéalogie. Madame Karine Ségard a écrit en 2007 La psychogénéalogie expliquée à tous, qui a été refait en 2012 chez Erol avec Isabelle Deroux et qui a donné lieu à l'ouvrage dont on entend assez parler quand même, La psychogénéalogie, comprendre son histoire familiale, s'en affranchir, gagner en liberté, aux éditions Erol en 2019. Elle a également écrit Ma famille, mes fantômes, toujours avec Isabelle Deroux, chez Abbé Michel en 2010. Madame Ségard, bonjour, vous êtes là ? Oui, je suis là. Je vous écoute. Alors, merci beaucoup d'être venu sur RLP, donner votre parole. C'est très généreux à vous, je sais que vous êtes très occupé. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter, expliquer votre parcours afin que nous ayons l'origine de votre voix, vraiment savoir d'où vous parlez, afin d'ensuite pouvoir rentrer dans la discussion. La question est claire et elle est nécessaire avant de démarrer. Ça, on est tout à fait d'accord. Alors, moi, je suis une psychosociologue. D'accord. C'est-à-dire que j'ai une double casquette. Je suis à la fois une psychologue, c'est-à-dire qui s'intéresse à la pathologie, mais je suis aussi une psychosociologue, c'est-à-dire je m'intéresse à l'environnement et au groupe. Et avec cette double spécialité, j'ai été amenée à monter une consultation et à m'intéresser notamment à un problème très spécifique qui s'appelle la famille et la violence dans la famille. D'accord. Et pour aborder ce type de sujet, on est obligé d'avoir une approche à la fois, je dirais, individuelle, psychologique, mais aussi une approche de groupe, psychosociologique, mais aussi, il faut aller encore un peu plus loin,
il faut aussi avoir une approche sur l'histoire de la famille et aussi sur la culture. Et c'est à ce prix qu'on peut vraiment comprendre et être vraiment performant dans notre démarche thérapeutique sur ces violences intrafamiliales qui sont terribles et qui sont bien plus nombreuses que l'on ne le pense. Parce que je pourrais faire une phrase, on va dire, qui résume tout. Une famille est beaucoup plus dangereuse qu'un parking tard le soir. Oui, son intimité est très exposée parfois dans cet environnement-là. Oui. D'accord, donc vous exercez aussi en libéral, je crois? Alors, j'ai exercé, tout à fait. J'ai exercé, j'ai formé. Nous ne sommes pas très nombreux parce que la notion de violence dans les familles était un sujet encore relativement tabou, jusque dans les années, on va dire, j'ose 80. Donc vous avez commencé à travailler sur cette problématique. Donc on a été un certain nombre à s'intéresser à ce sujet. Et la base de ces travaux, c'est en fait tout ce qu'on a pu découvrir suite à la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire tous les traumas de guerre. Donc la pathologie suite à la violence vécue dans les guerres. Et on s'est aperçu peu à peu en approchant les familles que les symptômes sont les mêmes. Les violences issues des familles ou les violences issues de la guerre donnent la même symptomatologie. Et c'est comme ça qu'on est parti sur la base de la traumatologie qu'on avait acquis juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et après, les travaux ont commencé à être de plus en plus pointus et à s'aiguiser très très justement sur la famille. D'accord. Et vous avez commencé à travailler à peu près à quelle période sur ces thématiques? Moi, j'ai travaillé dans les années à peu près 2000. D'accord, très bien. Vous êtes universitaire? Je suis universitaire. J'ai d'autres formations. Je suis psychosociologue, je suis universitaire. J'ai une formation analytique. Oui. J'ai aussi une formation, ce qu'on appelle en systémie. La systémie, c'est dans le langage courant la thérapie familiale, la thérapie de groupe et la thérapie de couple. D'accord, très bien. Bon, il faut de nombreux outils. Bon, j'ai une formation aussi en psychogénéalogie. Tout ça, ce sont des outils. Alors là, effectivement, ça nous intéresse. Qu'est-ce que la psychogénéalogie? On en entend beaucoup parler, on entend à peu près tout et n'importe quoi dessus, mais il semblerait qu'au départ, il y a aussi des bases qui soient effectivement très sérieuses. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est exactement la psychogénéalogie? Alors, vous avez tout à fait raison, on entend tout et n'importe quoi. Alors, la psychogénéalogie, c'est un outil, ça n'est pas un métier. Déjà, c'est très important. Donc, quand vous dites on entend n'importe quoi, c'est les gens qui veulent vous faire croire que c'est un métier et qui vous consultent en tant que psychogénéalogiste. Ça n'existe pas. Ça, déjà, c'est du charlatan. Ce qui existe, c'est des professionnels de la santé mentale, diplômés, j'insiste, diplômés, avec un diplôme d'État, qui peuvent utiliser cet outil. Il y a un diplôme d'État sur la psychogénéalogie? Il n'y en a pas, c'est un outil. D'accord. De même que la psychanalyse, pour moi, est un très très bon outil, mais il n'y a pas de diplôme d'État, bien que ça soit reconnu dans certaines formations avec des équivalences, etc. Les seuls diplômes d'État qui existent sont la psychologie, la psychiatrie, et par équivalence avec la loi Accoyer, certains psychothérapeutes qui ont été formés en privé, qui après ont fait un rattrapage universitaire, ont eu droit au label. D'accord. Et vous voyez, le label est très petit. Donc, il faut se méfier des gens qui se bombardent psychogénéalogistes. Parce que psychogénéalogie, c'est le mot que j'aime bien, parce que c'est un mot simple, et j'aime les mots simples. On voit bien de quoi on parle. Généalogie et psychologie, et qu'est-ce qui se passe dans une généalogie, donc dans une histoire familiale du point de vue psychologique. Donc le mot est simple. Le vrai mot pour nos professionnels, c'est analyse transgénérationnelle. D'accord. Ça, c'est du sérieux. Et là-dessus, on a, je dirais, tous les corps de métier qui ont travaillé là-dessus. Aussi bien les psychiatres, les psychologues, les sociologues, les analystes, on a tous bossé là-dessus. Donc on a plein de données, de travaux. Vous voyez? D'accord. Et ça, c'est intéressant et c'est toujours en cours de recherche, comme toutes les sciences humaines. Bien sûr. Bien sûr. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Donc en fait, concrètement, la psychogénéalogie, qui est un outil qui vient compléter une formation existante de psychologue ou de psychothérapeute ou de sociologue, qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste? Alors, l'analyse transgénérationnelle, donc si on emploie le mot pour nous professionnels de la thérapie, c'est une manière, face à un problème, on va dire, patient, de comprendre sa problématique. Il y a certaines problématiques qui ne peuvent pas être comprises si on ne pousse pas un peu la lumière, je dirais, au-delà du patient, c'est-à-dire dans son entourage familial, voire dans son histoire familiale. Et à ce moment-là, on peut vraiment travailler ou, travailler des symptômes pour permettre à la personne vraiment de s'affranchir. Donc, cet outil est plutôt réservé aux problématiques, on va dire, qui ont cette résonance familiale. D'accord. Et plus particulièrement, c'est très intéressant pour travailler les traumas à l'intérieur des familles, donc les violences. Alors, les violences à l'intérieur des familles, elles peuvent être ou blanches ou rouges. La violence rouge, vous le comprenez bien, ça peut être des coups, donc du sang. D'accord. La violence blanche, elle existe tout autant, elle ne laisse pas de traces. C'est ce qu'on peut appeler le crime parfait.
Il peut y avoir des crimes parfaits, entre guillemets, dans des familles, mais c'est psychologique. Ça ne laisse pas de traces, mais ça passe par les mots. Mais ça peut avoir une longue histoire générationnelle. Et parfois, pour s'en sortir, il faut remonter l'histoire. D'accord, ok, donc c'est là qu'on rentre dans la notion d'histoire, d'historique, donc de généalogie, parce que psycho, tout le monde comprend plus de quoi il s'agit. Généalogie, effectivement, ça veut dire ascendant, descendant, nos ancêtres et autres. Et donc, ça veut dire qu'on étudie éventuellement soit les répétitions, soit les répercussions qui se passent d'une génération à l'autre. C'est bien cela? Alors non, là vous parlez, je dirais, attention, comme les charlatans. Ah oui, je sais pas, je Le charlatan, non mais c'est très intéressant. Oui, non, mais allez-y. Le charlatan va chercher ce que vous dites, les répercussions, entre guillemets, les répétitions. C'est pas du tout comme ça qu'on travaille. Si vous faites des week-ends chez les charlatans, ils vont s'amuser à dire, ah, c'est rigolo, votre grand-mère était déjà, je sais pas quoi, charcutière, vous êtes charcutier. Ah, votre grand-frère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas comme ça qu'on travaille. Non, on est à l'écoute du patient, on travaille avec un génogramme, c'est-à-dire c'est une manière, une espèce de codification qu'on a en sociologie et en anthropologie pour relever très vite des informations sur les différentes personnes d'une famille ou d'un groupe humain, d'un village. Donc déjà, c'est un outil qu'on utilise en recherche universitaire, le génogramme. Ensuite, le patient parle, raconte, donc il raconte ce qu'il sait de sa famille. Donc ce qu'il sait de sa famille, c'est sa vision à lui. Oui, ce qu'il en a compris, ce qu'il en a perçu de sa position à lui. Donc déjà du point de vue scientifique, nous n'avons en mémoire que 2 ou maximum 3 générations de choses qu'on a plus ou moins intégrées, entendues et mémorisées. Donc déjà, les gens qui vous disent et qui remontent à 10 générations, on laisse tomber, c'est des charlatans. La mémoire ne peut pas aller au-delà, d'accord ? Ça c'est démontré. Donc on a en mémoire, on est plus ou moins intéressé. Il y a des gens qui sont pas forcément intéressés à l'histoire de leur famille, qui s'en détournent, et d'autres qui sont intéressés. Bon, ce qui est le plus important, c'est ce que la personne a retenu. C'est ça qui est très important. On n'est pas du tout proche de l'arbre généalogique. Ça c'est pour l'historique, pour savoir d'où on vient, de quel terroir, enfin, etc. Ça c'est autre chose. C'est ce que la personne peut raconter de sa famille. Ça c'est très important. Donc ce qu'elle peut en raconter, c'est donc ce qu'elle a engrangé en elle. Et ça c'est le matériau vraiment avec lequel on travaille en thérapie sur les traumas. D'accord. Ça, c'est très important, au départ. Et quand on travaille sur les traumas, après, on peut demander, de faire des vérifications, d'aller sur le terrain vérifier des hypothèses que l'on fait au cours de la thérapie. Ça, c'est autre chose. Vous voyez, c'est comme ça qu'on travaille en thérapie. D'accord. Il y a quand même une notion d'ascendant et de descendant, non? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui caractérise effectivement cet outil et qu'est-ce qui le rend si intéressant et si utile pour vous? Alors, là où cet outil est le plus intéressant, c'est sur le trauma intrafamilial, qui est ma spécialité, mais il peut être intéressant dans d'autres choses. Sur le trauma intrafamilial, voilà en quoi il nous intéresse. C'est que quand il y a eu un trauma intrafamilial, on travaille automatiquement, je vais être un peu théorique mais très clair, ce qu'on appelle la violence. C'est ça. Le trauma, c'est la violence que quelqu'un a subie. Donc cette violence, quand on la travaille, il faut savoir que le patient qui consulte pour des symptômes très lourds, j'insiste, un spécialiste comme moi peut plus ou moins avoir conscience qu'il y a eu violence dans sa famille. C'est-à-dire les gens qui viennent vous voir sont plutôt de quel type quand vous parlez de traumatisme? C'est des gens qui ont des symptômes très lourds et qui peinent, et qui vont de thérapeute en thérapeute. Et il y a des gens qui sont, qui ont tout à fait en mémoire les violences qu'ils ont subies, et d'autres qui n'ont pas du tout conscience qu'il y a eu des violences, ou d'autres encore qui sont dans des trucs très 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 enquistés, qui sont difficiles à dégager et qui ne savent pas qu'ils ont subi des violences. Alors pourquoi? Parce que le paradigme sur lequel on travaille dans la violence, le paradigme de la violence, c'est un schéma toujours à 3. Il y a toujours quelqu'un qui a été agressé, il y a un agresseur et il y a un complice. Souvent, on a une image de la violence dans les familles entre l'agresseur et l'agressé. Or, la personne la plus importante, c'est la complice, ou le complice. La personne qui laisse faire, c'est ça? Voilà, vous avez tout compris. À tel point que juridiquement maintenant, on va de plus en plus punir, de plus en plus fort, voire encore plus fort, le ou la complice. Parce que dans les familles, il ne peut jamais y avoir de violence s'il n'y a pas de complicité. La violence arrive dans la famille s'il y a des complices. Il peut en avoir plusieurs. Tout est là. C'est ça qui est très important à comprendre. Alors, le schéma de la violence, le paradigme, c'est mathématiquement, c'est la figure de base. Après, on peut en faire plein de dérivés. La figure de base, c'est ce qu'on appelle l'inceste. D'accord. La base de l'inceste, c'est par exemple, pour le prendre le plus simple, c'est le père qui agresse sa fille. Le père n'agressera sa fille que si la mère est complice. Parce que le rôle de la mère, c'est de protéger ses enfants. Il faut bien comprendre que les rôles parentaux sont des choses très importantes. Le rôle de la mère, elle doit protéger ses enfants de quiconque. Et elle doit aussi empêcher ses enfants de s'entretuer.
Ça, c'est le rôle de la mère. Le reste, quand on vous dit il faut donner de l'amour à ses enfants, tout ça, c'est du pipeau, ça vous regarde pas, ça me regarde pas, c'est sans intérêt. Vous voyez ce que je veux dire d'un point de vue thérapeutique? Non, mais très bien, on parle de votre position à vous. Donc et la loi et le rôle parental du père, c'est poser la loi. D'accord, bon, ok. La loi, c'est les interdits, c'est les tabous. Donc, vous voyez, il y a la protection du côté de la mère et du côté du père. La loi qui est, tu vas pas, entre frères et sœurs, vous entretuer, tu vas pas, toi, la mère, faire du mal à ton enfant, moi, le père, je vais pas faire du mal à ma femme, il porte la loi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc, ce père, qui agresse, déjà, il a transgressé son rôle parental, puisqu'il transgresse la loi, il agresse sa fille, de quelque manière que ce soit. C'est l'inceste. En général, la mère est complice. Sinon, il n'y aurait pas d'inceste. La mère le sait. Vous voulez dire que dans les cas d'inceste, généralement, la mère ferme les yeux et laisse faire, c'est ça que vous voulez dire? Oui, tout à fait. Voilà. Et après, je vous ferai on part de la figure la plus simple. Alors, pourquoi la mère laisse faire? C'est là où on commence à monter dans l'histoire de la famille. La mère laisse faire parce que dans la majorité des cas, cette femme elle-même a subi des violences. D'accord. On commence à rentrer dans la notion de répétition. Voilà. Je vous expliquerai après ce qu'est la répétition. C'est quelque chose de subtil et qui n'est pas ce qui est couramment employé dans le langage des magazines, en fait. Je vous dirai après, c'est quelque chose de très intelligent. C'est pas une répétition mathématique, c'est plutôt symbolique. Non, la répétition, c'est un côté copier-coller où on prend l'individu pour quelqu'un de stupide. Non. Je vous expliquerai après que la répétition, c'est très intelligent et très dangereux. Donc, forcément, la mère a été élevée dans un modèle où elle-même a été incestée. D'accord? Pas forcément par son père, peut-être par un grand-père. Peut-être par un oncle, peut-être par un grand frère. Vous voyez, ça se répète pas en copier-coller. Mais elle a vécu un abus. Et pourquoi? Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Pourquoi la complice accepte et joue ce rôle de complice? C'est parce que, en fait, la complice est une personne qui a subi une violence de type similaire dans la famille, une agression de la part d'un des membres de la famille, répétée, et cette personne n'est pas guérie. C'est très important. Et comme cette personne n'est pas guérie, elle cherche en fait un allié. Et cet allié, ça va être sa fille qu'elle va laisser agresser. Et cette fille va être comme elle. Elle va pouvoir se mettre en alliance, si je donne la métaphore, quand le père rentre et qu'on entend la clé sur la porte, elles vont être toutes les deux, je vais dire, sous la table à attendre que les violences commencent. Par qui on va commencer? Elles sont alliées. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça le plus dur à travailler en thérapie sur l'inceste. C'est cette alliance. C'est-à-dire que la relation entre la mère et l'enfant s'est établie sur une alliance terrible, qui est presque, je dirais, fusionnelle. Elles font corps. Et c'est ça qui est le plus pathologique. Et le plus dur à travailler, c'est les défusionner pour libérer la fille. Ça, c'est très, très compliqué. C'est le gros du travail. Donc, la relation fusionnelle, on rappelle, c'est lorsque, éventuellement, dans le cas mère-fille, la mère estime que sa fille est une extension d'elle-même, donc elle ressent la même chose qu'elle vit la même chose qu'elle est elle-même, et donc l'enfant ne peut pas... Elles font corps. L'enfant ne peut pas devenir autonome. Elles font corps. Alors que le rôle, si vous voulez, dans l'éducation d'un enfant... C'est de le rendre autonome et de l'émanciper. C'est au contraire défusionner, c'est émanciper. Bien sûr. Donc c'est une mère toxique. C'est la mère, c'est la complice de l'inceste, c'est la mère la plus toxique qui existe. C'est un peu ce que nous expliquait Marie-Estelle Dupont ici, éclancimère, mais dans des proportions, d'accord. C'est ça qu'il faut comprendre. Bon. Par ailleurs, le père, bien évidemment, qui agresse sa fille, qui inceste sa fille, c'est quelqu'un qui sort aussi d'une famille où ça se fait. Il peut avoir lui-même été incesté, ou il peut avoir vu lui-même les gens de sa famille le faire sous ses yeux et trouver ça normal, etc., etc. Vous voyez, il n'y a pas de répétition, de copier-coller exact. Il y a juste forcément, dans cette famille, où il y a eu l'inceste, où il y a eu cette violence, il y a eu forcément des choses qui se sont passées à la génération d'avant. Et souvent encore à la génération... Le thème était présent, c'est ça en fait, le thème était déjà présent. La violence était présente. La violence était présente à la génération au-dessus et encore au-dessus. Et après, souvent, de toute façon, on a un petit peu oublié les choses. D'accord. Je commence à comprendre, d'accord. Voilà. Alors quand je dis c'est le paradigme, ça veut dire que l'agresseur peut être autre que le père, ça peut être la mère, ok ? Ça peut être un grand frère, ça peut être une grande sœur. Tout ça, ça se passe sur l'enfant, sur les mineurs. Ça peut être un oncle, ça peut être un ami au sens de bien intégrer dans la famille. Vous voyez, c'est ça la violence intrafamiliale. Et des complices, il peut y en avoir plusieurs. Parfois, c'est toute une famille qui ferme les yeux. On dépose les enfants, je sais pas moi, tous les mercredis chez un oncle, et puis l'oncle en profite bien tous les mercredis pendant des années. Mais personne ne dit rien. D'accord ? Ouais, je comprends. Ok ? Donc vous voyez la figure, et après on peut en déduire toutes les figures différentes. Donc il n'y a pas de copier-coller. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, il y a juste une thématique en fait plus ou moins vague. Il faut rechercher comment cette violence, c'est comment dirais-je, se manifester dans les générations antérieures, et comment cette violence, en plus, a été, comment dire,
à la fois ritualisés dans des codes familiaux, des manières de faire. On a l'habitude, je sais pas moi, de frapper les enfants comme ça, c'est plus rigolo, ou ils vont mieux travailler à l'école. Enfin, je ne sais pas. Oui, il y a des rituels de violence qui sont banalisés. Et ça peut être aussi carrément des théories, parfois dans des familles très intellectuelles, complètement justifiées sous forme de liberté, de libertinage, ça se fait, il n'y a pas de tabou, vous voyez? Il y a des familles qui acceptent le tabou ou d'autres. Un livre scandale qui est sorti il y a 1 an et demi là-dessus. Ouais. Vous voyez, il y a des familles où on dit le tabou, ça n'existe pas. Je comprends. Et vous passez pour un imbécile si jamais vous dites bah non, je trouve pas ça très bien. Bah non, on vous dit ça n'existe pas et puis c'est comme ça. Donc vous voyez, on peut comme ça comprendre beaucoup de choses. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Et il faut bien comprendre que la personne qui a subi un trauma ou une violence, c'est une personne qui n'a pas besoin, j'insiste là-dessus, c'est pour ça que beaucoup de thérapies échouent. C'est une personne qui n'a pas besoin de compassion ni de thérapie émotionnelle. OK ? Parce que cette personne est allée de l'autre côté du mur, ce qu'on appelle chez nous le néant. Cette personne a vécu une expérience de néantisation. C'est-à-dire que cette personne est comme les gens qui ont fait la guerre et qui sont revenus, qui ne parlent pas, qui sont allés dans le néant. C'est incommunicable aux humains. Vous voyez, cet autre monde. Et les gens qui sont allés dans le néant, parce que la personne qu'ils aimaient dans la famille, parce que c'est toujours l'agresseur, c'est toujours le héros de la famille, qui est agresseur. C'est pas un type méchant, c'est le super grand-père, c'est le super oncle, c'est le super grand frère, tout le monde l'aime. C'est la vedette. C'est celui-là qui inceste et qui agresse, d'accord? C'est toujours celui-là. C'est la vedette dans la famille. D'où les complicités. Donc, quand la personne, comment dirais-je, veut s'en sortir, la compassion, l'émotion, ça ne sert à rien. Parce que cette personne, elle est déjà très abîmée et le restera pour sa vie entière. Elle a perdu toute cette partie, on va dire, douce, pure, enfantine, ce petit paradis. Il est mort. Ce que vous appelez le néant, c'est en fait cette espèce de repli sur soi qui est quasiment dans le vide. Et c'est cette lueur d'innocence dans l'œil de l'enfant qui... Le néant, c'est l'expérience de mort. D'accord. Ils sont allés chez les morts, ils en sont revenus. Mais c'est une métaphore. C'est pour ça que je n'aime pas employer le mot mort. On les voit, ce sont ces enfants qui ont perdu cette espèce d'étincelle dans l'œil là qui n'est plus présente en fait. Ils ont perdu les gens qui sont allés dans le néant, c'est-à-dire que imaginez que la personne que vous aimez le plus au monde, enfant, et que tous les mercredis cette personne vous fait les pires vilainies, d'accord? Comment est-ce possible qu'une personne que vous aimez, qui est la vedette de la famille, vous fasse ça tous les mercredis? D'accord? Comment est-ce possible? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe. Et le paradoxe, c'est la base de la folie. Je peux, moi, vous rendre fou en utilisant le paradoxe. Le paradoxe a été utilisé dans les tortures pendant les guerres. C'est une forme de torture. Personne ne peut faire face, très peu de personnes peuvent faire face au paradoxe. On devient fou. La folie, c'est le néant. C'est un monde qu'on ne peut pas décrire si on n'est pas fou. Mais vous passez dans un autre monde. C'est pour ça qu'on l'appelle le néant dans mon métier. Et quand vous avez touché le néant, vous serez toujours différent des autres humains qui ne l'ont pas connu. Et vous aurez une partie de vous-même, on va dire, qui est éteinte, qui est passée par là. Donc ces gens-là n'ont pas besoin de compassion ou d'émotion. Ils n'en veulent pas. Parce que eux sont allés, excusez-moi, faire la guerre de 14 dans les tranchées, vous pas. Donc il n'y a plus de communication possible sur le plan émotionnel entre vous et eux. Ça n'est plus possible. Vous voyez, l'émotion, ça ne marche plus. C'est mort. C'est fini. Enfin, ils ont encore des émotions, je veux dire, mais on ne fera pas la thérapie via de l'émotionnel. Ils n'ont plus d'émotions. Le mot émotion, je l'aime pas trop, on va dire. Moi, je parle en affect. Je fais très attention aux mots. Il y a des concepts et puis il y a des mots de tous les jours. Mais c'est des gens, cette partie affect de l'affect est mort. Donc, ces gens-là, ils ont besoin de quoi? Ils veulent juste comprendre pourquoi c'est arrivé. D'accord? Et pour comprendre pourquoi c'est arrivé, moi j'ai souvent comparé mon métier, parce que j'aime les choses simples, au métier de Colombo. C'est-à-dire que très rapidement, vous vous doutez, quand vous êtes professionnel, de où est-ce qu'il faut creuser, en interrogeant un peu et en voyant les symptômes. Et vous savez sur quoi vous allez arriver. Donc c'est un peu comme Colombo, vous dites faut y aller, mais il faut trouver le truc, il faut démonter la chaîne et pourquoi et comment c'est arrivé. Ce crime, parce que c'est un crime. Et à partir du moment où on a démonté la chaîne, où la personne comprend pourquoi c'est arrivé, à ce moment-là, la personne est, je dirais, à moitié sauvée. Et après, il y a 2 étapes, ou bien on peut faire une procédure juridique, parce qu'il est encore temps de la faire, ou bien on ne fait pas de procédure juridique et on fait ce qu'on appelle un procès symbolique. C'est-à-dire qu'en séance, on fait venir les gens dont on pense dans la famille qu'ils sont des alliés pour soutenir cette personne, et on fait en sorte que dorénavant, ceux qui sont condamnables, on ne les approche plus jamais, ni l'intéressé, ni les descendants, ni les alliés. On les bannit, d'accord ?
C'est l'équivalent du procès qu'on se ferait en juridique, quand on peut pas le faire. Vous voyez, donc ça va très loin. C'est vraiment un travail d'enquête et après un travail de mise en action très sévère. Et à ce moment-là, la personne qui a subi de terribles violences intrafamiliales peut effectivement surgir et on peut effectivement voir ses symptômes tout à fait disparaître. Mais il y aura toujours des séquelles suite aux violences. Donc en fait, se séparer de l'agresseur, l'envoyer balader est un réflexe sain. Ouais, il faut. Une fois qu'il a été identifié, il faut. Et ces personnes, souvent, le symptôme le plus courant, c'est des personnes qui ont des incapacités, je dirais, relationnelles, donc d'établir une relation autrui. Quand je dis une incapacité relationnelle, ça veut dire que ce sont des gens, ça peut être une symptomatologie très variée, ça peut aller très loin dans des choses très intimes, très sexuelles ou très, vous voyez, mais ça ne marche jamais. Et ça peut être très bizarre et très terrible. D'accord ? On arrive à lever cette incapacité relationnelle, à faire en sorte qu'elle s'établisse après de façon sereine, voire qu'ils aient des enfants. Et à ce moment-là, je peux vous dire que les enfants ne verront jamais, jamais, jamais celui qui a agressé. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.